Donc merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé autour d'un sujet qui est quand même assez très très important pour nous et surtout pour l'avenir du secteur associatif, celui de son financement. Depuis plus de 15 ans, on observe vraiment des évolutions structurelles qui fragilisent le secteur associatif, réfection des subventions, montée d'une logique concurrentielle, contraintes budgétaires de l'État, contraintes des collectivités. Aujourd'hui, on fait face à une crise budgétaire majeure qui s'ajoute aux crises sanitaires et aux crises économiques récentes, mais on en reparlera tout à l'heure. Et à travers ce webinaire, on voulait vous apporter au secteur associatif dans sa globalité et ses partenaires un éclairage collectif sur la situation actuelle. On abordera également, puisque pour nous, ça fait partie d'une séquence complète, la question de l'avis récent adopté par le Conseil économique, et social et environnemental qui s'appelle Renforcer le financement des associations, une urgence démocratique, euh, qui du coup rappelle bien que le fait associatif est au cœur de notre démocratie et qu'il est important d'agir et d'agir urgemment. Aujourd'hui, on a un double objectif, mieux comprendre les tensions que subissent les associations, notamment celles employeuses, mais pas que, à travers les travaux et l'enquête menée, et puis partager des pistes d'action concrètes pour répondre à l'urgence et construire des financements plus adaptés et plus durables. On aura donc la chance d'entendre plusieurs intervenants engagés dans la démarche et je vais les remercier en passant pour ce travail collectif mené ensemble. Donc Céline Pasto au titre d'Exopé, Sylvain Rigaud au titre du Réseau national des maisons des associations, Benjamin Vanvec, je savais que j'allais bafouiller Benjamin, désolé, pour l'Observatoire régional de la vie associative des Hauts-de-France, et puis David Ratineau et moi-même pour le mouvement associatif. Je vous remercie encore de votre présence. On est ensemble pour environ 2 heures. Comme le disait David, on est sur un format webinaire pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, vous ne pouvez pas interagir oralement avec nous directement, mais vous pouvez nous mettre vos questions ou vos interventions soit dans le chat, soit dans la rubrique questions-réponses. Et puis, on essaiera de consolider tout cela à la fin du webinaire. Mais pour l'instant, on va dérouler plutôt une présentation un petit peu globale et on va commencer avec Sylvain pour introduire le contexte global et notamment cette situation de crise multiple. Merci, Ju- Mickaël. Juste, Bonjour. Sylvain, Ouais. oui, excuse-moi, juste petit point technique avant. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui nous disent ne pas entendre. Nous, on entend bien. Est-ce que dans le chat, vous pouvez juste confirmer que vous entendez bien? Il y en a quelques-uns qui peuvent. Oui. Oui. Alors, pour les personnes qui entendent pas, je pense que le mieux, sinon, c'est de quitter et revenir dans le webinaire, de sortir et re-rentrer. Apparemment, il y a juste eu quelques personnes qui nous disaient ne pas entendre. C'était pour être sûr. Désolé. Non, mais t'as bien fait, David. Il vaut mieux qu'on nous entende. C'est c'est quand même l'utilité de ce webinaire. Du coup, oui, avant de vous présenter vraiment les résultats de l'enquête, on souhaitait resituer un petit peu le contexte parce que, comme l'indiquait Michael, ça fait plusieurs années que le secteur associatif connaît un certain nombre de crises, alors Covid, inflation, ce qui a créé pas mal de difficultés pour le secteur, notamment sur le plan de son financement. Mais là, on a franchi un cap, nous semble-t-il, et on assiste en fait un effet, un double effet avec le cumul de fragilités qui sont à la fois conjoncturelles et structurelles et qui pèsent aujourd'hui assez lourdement sur les associations. En 2022-2023, l'ensemble de la société a connu une inflation forte qui a eu en fait plusieurs conséquences. D'abord, cette hausse des prix a impacté directement le budget des associations. Comme l'a montré l'enquête du mouvement associatif sur le sujet, près de 30% des associations ont affiché des résultats plus faibles que prévus. Et à ces difficultés se sont ajoutées celles des collectivités qui ont elles aussi eu des difficultés financières et baissé ou gelé les aides publiques. Et enfin, du côté des adhérents,
eux aussi ont été touchés par cette hausse du coût de la vie et ont réduit leur participation financière ou leur engagement bénévole. L'ensemble de tous ces facteurs ont vraiment contribué à fragiliser le tissu associatif. Et donc, c'est sur cette situation qu'arrive aujourd'hui la situation qu'on connaît en 2025, avec à la fois un vote tardif du projet de loi de finances qui a créé beaucoup d'incertitudes pour les associations, avec beaucoup de collectivités notamment qui, par prudence ou par contrainte, ont repoussé leurs décisions de financement. Et maintenant que le vote du budget a eu lieu, on assiste à un budget avec des restrictions budgétaires d'ampleur, dont on commence à voir les effets concrets, baisse des subventions, diminution ou arrêt de certains dispositifs. Là, on peut penser au poste adulte relais, au pass culture. Et donc, ce sera intéressant quand même d'étudier l'impact de ces restrictions budgétaires dans le temps. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, c'est intéressant aussi de resituer la situation du secteur dans une évolution plus longue, parce que, comme le disait Michael, depuis une quinzaine d'années, on se situe quand même dans une diminution de la subvention qui est remplacée par la commande publique. Et ça, les paysages associatifs de Viviane Charnonog le, le montre bien. C'est ce que l'avis du CESE a qualifié de marchandisation du secteur. Et on voit bien que ça limite l'autonomie des associations et ça les entraîne dans des logiques concurrentielles, à la fois entre elles et avec les acteurs privés lucratifs. Et en fait, cette dynamique a une conséquence, c'est à la fois une érosion de la diversité associative avec une polarisation croissante entre des grosses structures qui sont fortement liées à l'action publique et bénéficient des financements afférents, et des petites associations bénévoles qui ont besoin de moins de moyens et sont plus résilientes. Et en fait, on a au milieu une fragilisation des structures intermédiaires entre 1 et 10 salariés qui sont celles qui sont les plus ancrées localement et souvent qui jouent un rôle essentiel pour le lien social dans les territoires. Voilà, c'est dans ce contexte qu'on a voulu mener cette enquête, à la fois pour essayer d'objectiver la situation financière actuelle des associations, essayer de mettre en lumière les difficultés qu'elles rencontraient et donner un certain nombre de clés de lecture pour réfléchir collectivement aux leviers d'action qu'on avait à envisager. Voilà, sur ces quelques contextualisations, je vais laisser la parole à David sur les éléments relatifs à l'avis du CESE. Oui, merci, merci Sylvain. Oui, c'était pour redire, Michael l'a évoqué en introduction. Mais c'est vrai que la question du financement, du coup, là, on la pose de manière conjoncturelle, même si on voit que et les enquêtes de Viviane Charnock montrent bien que sur le paysage associatif, il y a également des choses qui sont beaucoup plus ancrées dans le temps, notamment sur une évolution sur les 20 dernières années de la transformation des marchés publics de la transformation pardon, des subventions vers de la commande publique et donc avec des effets extrêmement forts de fragilisation d'un certain nombre d'associations, des impacts assez importants sur l'organisation des associations, l'engagement dans les associations, etc. L'idée pour nous, c'était de revenir un petit peu sur cet avis du CESE qui a été voté au mois de mai dernier. Donc le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, donc qui est la chambre des corps intermédiaires, en fait, qui représente les corps intermédiaires et donc qui a rendu un avis sur cette question du financement des associations. Ça nous paraissait important de revenir vers vous, avec vous sur cet avis, parce que au-delà de la situation et de l'urgence plus liée à la question du report du vote du budget, en tout cas, cette question de la crise du financement des associations, ça a été très largement évoqué dans ce rapport. Et ça donne aussi des pistes de préconisation. Alors ce rapport, il a été voté à l'unanimité, ce qui est important aussi de rappeler, puisque au sein du CESE, on a des représentants donc des corps intermédiaires, des associations, des syndicats, mais aussi des représentants du patronat, du monde de l'agriculture, enfin on a une représentation assez large de la société civile. Et donc tout le monde s'est quand même accordé sur cette question de l'urgence à travers le financement des associations et sur les différentes préconisations qui ont pu être faites. Je ne vais
pas revenir sur les 20 préconisations, mais juste pour vous dire en tout cas que ce rapport, il est disponible en ligne et voilà, qui fait état donc du double contexte de contraintes budgétaires de l'État et des collectivités territoriales et en même temps d'un renforcement des logiques de concurrence, notamment impulsées par l'Union européenne, donc qui va vers davantage de marchandisation. Ces logiques de concurrence, on voit aussi qu'elles sont, et ça c'est un point important, qu'elles se diffusent aussi entre associations à travers la logique de marché, mais aussi on se rend compte qu'il y a aussi qu'il y a aussi même la subvention aujourd'hui qui n'est plus vraiment protégée via les logiques d'appel à projet. Et donc voilà, et donc ces évolutions du budget des associations avec une diminution de près de 40% de la subvention dans le budget global des associations. En gros, elle est passée de 35% en 2005 à aujourd'hui moins de 20%. La part de la subvention dans le budget global des associations, ça a des effets extrêmement concrets sur les associations, des difficultés financières, tout d'abord, des questions de marchandisation des ressources, une forme de gestionnarisation des associations avec un déclin du bénévolat, une remise en cause même du caractère d'intérêt général, les associations devant développer des activités économiques, ce qui peut entraîner des glissements sur cette question de la reconnaissance d'intérêt général et une remise en question des libertés associatives. Donc voilà, c'était pour revenir en tout cas avec vous, pour voir aussi qu'au niveau des traitements de ce sujet-là, même si on a là une accumulation de crises, eh ben, on a quelque chose de beaucoup plus profond aussi et des solutions peut-être aussi qui sont à rechercher, non pas toujours sur des ajustements liés au contexte actuel, mais aussi sur des ajustements plus structurels sur le financement des associations. Et en tout cas, on pourra revenir aussi avec vous à la fin de ce webinaire, puisqu'il y aura un temps de questions-réponses, si jamais aussi vous souhaitez avoir davantage d'éléments sur ce sujet-là. Et puis, sur cette question du contexte, dernier point, et là je vais laisser la parole à Céline, mais on a travaillé aussi du coup sur cette enquête avec Exopé, mais il y a aussi des spécificités liées aux associations employeuses notamment. Merci David. Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, tous les ans, Exopé mène à fin novembre, et ça depuis la crise Covid, un baromètre auprès de ses adhérents pour établir un état des lieux de leur situation d'employeur, mais également l'actualiser. Et cette année, on a mis 400, enfin, à fin novembre, on a 1400 adhérents qui nous ont répondu. On a identifié des difficultés majeures, encore plus que les années précédentes, avec notamment un tiers des employeurs qui ont vu leurs subventions baisser, euh, plus d'un tiers de nos adhérents qui ont moins de 3 mois de trésorerie. Et sur l'emploi en particulier, on a 20% qui ont dû réduire leur masse salariale, avec une projection pour 2025 d'une réduction encore plus massive de la masse salariale. On a 72% de nos adhérents qui ne remplacent pas les départs et presque 18%, presque 20%, 18% exactement qui procèdent à des licenciements éco. Donc, ce qu'on peut retenir aussi de ce baromètre qui a été mené en fin d'année, c'est surtout la perspective d'avenir. 83% de nos adhérents, les dirigeants, se déclaraient pessimistes, avec notamment des graves préoccupations par rapport à leur projet, des choix difficiles à faire, et puis des risques même de dépôt de bilan. Donc c'est pour ça on a souhaité alerter, que nous sommes associés avec le mouvement associatif pour en effet de nouveau évaluer cette situation auprès de l'ensemble du secteur. Merci Céline. Euh, Peut-être on peut on rentre dans l'enquête en tant que telle. Benjamin, Sylvain, pour nous expliciter un petit peu les différentes parties de l'enquête et puis les conclusions qu'on peut en tirer. Tout à fait. Est-ce que vous voyez bien mon écran, C'est bon. David? C'est OK? Oui. Ouais. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord au Mouvement associatif national, au RNMA et à Exopé d'avoir fait appel à l'Observatoire régional de la vie associative de Hauts-de-France pour la réalisation technique de cette enquête. Mais surtout, merci à toutes et tous qui assistaient à ce webinaire et qui avaient sans doute répondu au questionnaire. C'est grâce à la mobilisation de chacun, grâce à la complétude des questionnaires, à sa diffusion, qu'on a aujourd'hui
des résultats intéressants, une enquête intéressante, un échantillon intéressant pour documenter effectivement cette santé financière des associations en ce début d'année. Donc, je vais pas repasser sur les objectifs de l'enquête qui ont été abordés, mais bien dire que c'était une enquête qui a été réalisée avec comme cible toutes les associations de France, qu'elles soient employeuses ou non. La période d'enquête de diffusion d'un questionnaire en ligne qui court du 19 février de cette année au 12 mars, avec un temps de remplissage assez court pour permettre justement la complétude. On sait que les sollicitations sont nombreuses et on vous remercie à nouveau d'avoir répondu, d'avoir joué le jeu. Je vais passer rapidement sur le nettoyage de la base de données, mais simplement vous dire qu'au final, on a 5 557 répondants à l'échelle de la France, donc vraiment un score assez intéressant qui se situe à peu près dans ce qu'on pouvait avoir lors de la période Covid ou la crise de l'inflation. Donc voilà, un échantillon intéressant. Juste une petite précision sur la présentation. Effectivement, quand vous verrez ce petit logo vert, je vais parler de l'ensemble des associations, qu'elles sont payeuses ou non, puisque ça explique beaucoup de choses dans l'enquête, hein, vous le verrez. Quand ce logo sera un petit attaché case bleu, on s'intéressera qu'aux assos employeuses et les trois personnages rouges aux associations non employeuses, mais j'ai essayé de le dire à l'oral. Ceci étant dit, petite présentation de notre échantillon, ce qu'on a récolté sur l'ensemble de la France, avec des régions qui ont particulièrement bien répondu, notamment en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Hauts-de-France. 354 répondants aussi dans les dom-toms, ce qui est aussi intéressant. Des régions qui ont aussi un peu moins répondu, la Bretagne, le Grand Est, PACA et Corse, effectivement, il n'y a eu que trois répondants. Donc, voilà, vous avez un peu une idée de la couverture de notre questionnaire qui est quand même assez importante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi la diversité des répondants et leur origine géographique. Pour présenter rapidement l'échantillon, comme souvent dans ce genre d'enquête, on a une surreprésentation des associations employeuses. Ici, elles représentent 69% de notre échantillon, alors que si on prend les données globales de la population générale des associations en France, hein, donc les données issues du paysage associatif qu'a présenté Sylvain de Viviane Tchernonog et Lionel Proutot, on situe plutôt autour de 11%. Donc il y a une surreprésentation dans notre échantillon des associations employeuses. Il y a aussi une surreprésentation ou une sous-représentation, pardon, dans certains secteurs. Par exemple, l'action caritative, humanitaire, sociale et santé, ça représente 20% de notre échantillon, alors que c'est 12% des associations en France. Inversement, les loisirs ont moins répondu par rapport à leur poids relatif dans la population des associations françaises. Si on regarde que les associations employeuses sur les tranches de budget, on est aussi dans notre échantillon sur des associations qui ont quand même des budgets assez importants. Par exemple, ici, vous voyez que les associations qui ont plus de 500 000 euros de budget annuel, ça représente 31% de notre échantillon, alors que c'est 12% des associations employeuses en France. Même phénomène sur les associations non employeuses avec des parts de budget plus importantes que ce que ça représente réellement. Et enfin, concernant les conventions collectives, on s'aperçoit que la convention éclat est bien représentée, puis vient celle du sport, et aussi beaucoup de petites conventions collectives, d'effectifs moins nombreux. Et ça va avoir des incidences, tous ces éléments sur notre analyse, c'est qu'on a redressé l'échantillon. Alors derrière ce mot barbare se cache une réalité assez simple. On a simplement corrigé le poids respectif des associations pour les faire correspondre le plus possible à la réalité. Sur trois critères, le caractère employeur de la structure, les tranches de budget et le secteur d'activité de la structure. Pour ce, on s'est basé sur les données issues du paysage associatif français pour vraiment rendre les chiffres que je vais vous donner maintenant représentatifs des associations le plus possible, des associations de France. Voilà pour ce petit point méthodologique. Je pourrais répondre éventuellement aux questions s'il y en a, mais je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec la première partie sur la santé financière. Ce que les partenaires ont souhaité questionner d'abord, c'est la question de la trésorerie. Effectivement, décalage de budget, décalage dans les votes. Il faut s'assurer aussi que les associations peuvent tenir le coup, qu'elles ont des trésoreries suffisantes pour pouvoir anticiper ces décalages de paiement. On s'aperçoit que 31% des associations employeuses ont moins de 3 mois de réserve. Donc il y a quand même une certaine fragilité des associations employeuses. Les non-employeuses, elles ont un peu plus de réserve, mais c'est surtout qu'elles n'ont pas ces charges qui tombent tous les mois, ces charges de salaire, et donc elles ont un peu plus de marge de manœuvre. Mais il y a une situation qui est quand même inquiétante sur ces un tiers, et là on retrouve à peu près les chiffres du baromètre Exopé.
un tiers d'associations qui ont moins de 3 mois, c'est quand même une vulnérabilité assez importante sur les retards de paiement, etc., qui nous intéressent en ce début d'année. Si on regarde les différents secteurs, ces difficultés de trésorerie, elles sont transversales. Il y a 3 secteurs qui sont particulièrement touchés: l'éducation, la formation, l'insertion, les activités économiques et la défense des droits et des causes, qui comprend les associations environnementales. On nous le demande souvent. Un secteur qui va un peu mieux, entre guillemets, qui a un peu plus de marge de manœuvre au niveau de la trésor, celui du sport. On va voir que la situation n'est pas tout rose non plus de ce côté-là. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a encore peut-être des éléments issus des Jeux Olympiques, ou en tout cas, il y a une situation un peu plus favorable du point de vue des réserves de trésorerie. On a demandé ensuite, effectivement, vous avez des mois de trésorerie en réserve ou pas, mais est-ce que vous avez des difficultés de trésorerie? Et on s'aperçoit que plus de la moitié des associations employeuses ont effectivement des problèmes de trésorerie, 23% de manière récurrente, 31% de manière ponctuelle. Les non-employeuses ne sont pas en dehors de ces chiffres, puisque 17% ont des difficultés de trésorerie de manière récurrente et 20% de manière ponctuelle. Donc ça reste important pour les deux types de structures. Si on regarde un peu plus dans le détail sur les différents secteurs concernés, on a par exemple l'action caritative, l'humanitaire, le social et la santé qui ont des difficultés, mais un peu plus de manière récurrente. Donc peut-être quelque chose qui est plus structurel. Les secteurs des loisirs ou du sport, c'est plus de manière ponctuelle que les difficultés de trésorerie vont venir. Donc il y a aussi des différences sectorielles de ce point de vue-là. Face à ces difficultés de trésorerie, il était important pour les partenaires de savoir qu'est-ce que les associations pouvaient mettre en place pour pallier à ces reports de paiement. Alors, les employeuses ont plus de marge de manœuvre. Elles vont avoir recours à plusieurs types de solutions. D'abord, les négociations avec les financeurs, demander le versement du solde ou d'une avance, ce genre de choses. Il va y avoir l'emprunt bancaire, pardon, ou le financement d'AI, un dispositif spécifique. Les non-employeuses, c'est beaucoup plus difficile, elles n'ont pas ces marges de manœuvre. Soit elles vont essayer de négocier avec un financeur, mais c'est beaucoup plus faible, hein, c'est 14% des structures qui sont concernées. Donc souvent les financeurs des non-employeuses, ça va être généralement la commune. Il y a quand même beaucoup d'associations, qu'elles soient employeuses ou non, qui ne savent tout simplement pas quoi faire face à ces problèmes de trésorerie, qui n'ont pas de solution. Et ça, pour nous, c'était vraiment particulièrement important de le souligner. Et ce dont on s'aperçoit en traitant en fait les champs libres, hein, les associations pouvaient taper du texte parfois pour donner des éléments de compréhension de leurs réponses, c'est qu'au-delà de la trésorerie, en fait, les assos, elles vont essayer plutôt de repenser l'activité de la structure. Alors à la fois, on va être sur de la diminution, de l'annulation d'activité, mais ça on en reparlera plus tard dans la présentation. On va être aussi sur des associations qui vont essayer d'émerger à plus de types de financeurs différents, qu'ils soient privés ou publics. Donc voilà, il y a des conséquences sur l'activité de cette situation compliquée de ce début d'année 2025. Le dernier élément sur la santé financière, là on s'intéresse qu'aux associations employeuses. On a demandé quelle était la perception des fonds propres des associations. Donc les fonds propres, c'est au bilan des associations, hein, vous connaissez ça, lors de l'Assemblée générale, on regarde souvent ces chiffres-là. C'est ce qui appartient définitivement ou durablement à l'association. Et 69% des associations employeuses déclarent que leurs fonds propres en mars 2025, enfin février-mars, la période de notre questionnaire, est fragile ou nul. Donc là, également un facteur de fragilité important. Il n'y a plus de réserve après les différentes crises qui ont été un peu exposées par Sylvain tout à l'heure. La crise Covid, la crise de l'inflation. Là, on s'aperçoit que les associations, elles commencent à être à l'os, entre guillemets. En tout cas, les associations employeuses ici concernées. Et si on regarde par secteur, c'est assez transversal. On retrouve le secteur du sport qui va légèrement mieux, mais c'est vraiment les difficultés qui sont importantes dans tous les secteurs. Les fonds propres sont les plus fragiles dans la culture, l'éducation, la formation, l'insertion. La défense des droits des causes, avec 17% des associations qui déclarent quand même que leurs fonds propres sont nuls. Donc là, effectivement, on a un risque sur ces associations-là particulièrement important. Et je vais laisser peut-être Sylvain compléter cette première présentation avec quelques éléments de compréhension. Pas forcément compléter, mais te laisser un petit temps de respiration au moins, parce que la présentation est dense. Peut-être aussi, il y a beaucoup de chiffres, alors réinsister sur deux chiffres qui nous semblent essentiels.
Euh, Plus de 30% des associations ont moins de 3 mois de trésorerie et plus de 50% des associations employeuses rencontrent des difficultés de trésorerie, dont un quart des difficultés récurrentes. Donc on voit bien en fait que ces difficultés de trésorerie sont une vraie vulnérabilité, comme le mentionnait Benjamin, et aussi que c'est beaucoup de temps à passer pour les associations à gérer ces situations. C'est du temps administratif et c'est du temps qui n'est pas consacré au projet associatif, ce qui voilà, renforce aussi les difficultés. Et d'autre part, c'est aussi une solution, enfin une recherche de solutions et une obligation d'aller vers des DAI, vers des emprunts bancaires, qui sont des solutions coûteuses et voilà, qui viennent manger une partie de la subvention dans ces, euh, dans ces solutions bancaires. Euh, Au niveau des fonds propres, le chiffre que je retiens, c'est 70% des associations employeuses qui ont des fonds propres fragiles ou nuls. Là, les fonds propres, c'est vraiment euh, l'assise de l'association. Et donc là, on voit vraiment la fragilité des structures, la vulnérabilité aux différents chocs qu'on va pouvoir encaisser, et aussi une incapacité à se projeter dans le temps. Parce que le fait d'avoir peu de fonds propres met les associations dans des logiques de survie plutôt que dans des logiques de développement. Et là aussi, c'est assez délétère pour les projets qu'elles mènent. Voilà pour les quelques éléments que je retiens. Peut-être juste un petit point technique. Si vous avez des questions, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton Q et R en bas. Ça va mettre les questions au bon endroit pour nous et ça va nous faciliter le traitement qu'on va pouvoir en avoir. Je ne sais pas, je te laisse continuer, Benjamin, ou est-ce qu'on prend des questions de compréhension? Je vois qu'il y a une partie des questions qui ont été résolues dans le chat par toi, Sylvain, par David. Oui, Eh ben, je pense Oui. qu'on peut continuer, on en entend après pour l'instant. Ok, très bien. Alors, on va entamer la deuxième partie de notre enquête, celle des relations partenariales. Et ici, dans cette enquête, on a pu aborder que la question des financements. Bien sûr, les partenariats des associations, c'est souvent bien plus large. Mais vraiment, l'objet de notre enquête, c'était sur cette question du financement. Donc, ce qui était important déjà de voir, c'était de savoir quel financeur, pardon, finançait annuellement les associations qui répondaient. Donc, pour les non-employeuses, on voit que c'est beaucoup la commune, vraiment l'échelon très local, qui va financer ces associations-là, hein. Après, un peu plus marginalement, ça va être les départements, voire des entreprises privées, notamment autour du mécénat, du sponsoring, etc. Les employeuses, elles, ont des ressources beaucoup plus diverses aux différentes strates, pardon, de l'action publique, au niveau des financements, mais aussi les fondations privées, les entreprises privées. Donc, c'est beaucoup plus diversifié. Et si on prend l'ensemble de ces financements, donc si on prend toutes les associations qui ont répondu et vraiment l'ensemble des financements, on s'aperçoit qu'au moment où on a diffusé l'enquête, 46% des financements étaient déjà attribués, 43% étaient en attente, hein, ça on le savait, euh, au moment, en tout début d'année, comme ça, on aurait des associations qui sont dans l'incertitude, mais c'est en partie normal, hein, très tôt dans l'année, de ne pas savoir encore si son association va être financée cette année. Donc il y a 43% d'associations qui sont en attente et c'est une situation normale. Quand même 6% d'associations qui sont en attente et c'était déjà au moment de l'enquête une situation anormale. D'habitude, elles ont déjà la réponse à cette période de l'année et là, elles ne l'avaient pas. Et il y avait déjà 5% aussi de refus de financement sur l'ensemble des deux demandes. Maintenant, si on prend seulement les financements qui sont attribués, donc là c'est la barre du dessous, hein, on retient que cette partie verte des financements attribués, des 46%. Parmi ces 46%-là, il y a plus de la moitié des financements attribués qui sont stables ou en hausse, 25% qui étaient en baisse légère et 20% qui étaient en forte baisse. Donc là, c'est aussi une alarme. Si on ajoute ces 20% de forte baisse aux 5% déjà de refus, on obtient quand même 14% des financements qui sont déjà dans le rouge, entre guillemets, pour les associations sur cette année. Donc c'est un chiffre particulièrement inquiétant.
Et ce à quoi on peut s'attendre, on ne l'espère pas, mais c'est que l'année allant, les budgets étant votés, parmi cette masse de financements qui sont encore dans l'attente, il y a quand même beaucoup de baisses à attendre cette année. Donc ça, il faudra regarder la situation sur la longueur. Mais quand on regarde d'un peu plus près, sur les différents types de financement, ici on n'est que sur les associations employeuses, on s'aperçoit que c'est au niveau de l'État qu'il y a le plus d'attentes de situations anormales. Sur des échelons plus locaux comme la commune, et ça c'est peut-être aussi rassurant, il y a quand même pas mal de subventions qui sont déjà d'ores et déjà attribuées, seulement 2% qui ont été refusées, donc ça c'est un élément plus positif. On s'aperçoit aussi que les fondations privées, on demande souvent aux associations d'aller chercher des financements privés. Elles essaient de le faire, mais il y a quand même 9% déjà de refus et il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'attentes. Donc c'est une des solutions, mais c'est peut-être pas une solution miracle sur le financement des assos pour cette année 2025. Si on prend que les associations non employeuses, alors on a simplifié la liste des sources de financement parce que les échantillons n'étaient pas forcément suffisants, mais toujours l'élément rassurant de la commune où ça a l'air de se passer plutôt bien, entre guillemets. Les entreprises privées, par le mécénat, le sponsoring aussi, semblent répondre présent, même s'il y a quand même 9% de refus, ce qui n'est pas négligeable. Après, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'incertitudes encore à cette période de l'année, mais ça, on le savait. Et maintenant, si on prend tous les financements qui ont été attribués, donc là où la décision a été prise, si on prend toutes les associations, on s'aperçoit que c'est au niveau de l'État qu'il y a quand même 37% des financements qui sont déclarés en forte baisse. Et ça a des incidences ensuite sur les différentes strates. Donc les départements, 28% de forte baisse, les régions, 27% de forte baisse. Là où ça tient le plus, c'est comme je disais tout à l'heure, au niveau des communes, des fondations privées, des organismes sociaux par exemple, où les financements sont stables ou en hausse. On n'a pas fait la distinction dans le questionnaire. Donc on voit quand même une situation compliquée au niveau des collectivités et de l'État. Et les associations qui sont le plus touchées pour les employeuses, c'est majoritairement dans l'action caritative, l'humanitaire, le social et la santé. Donc ça, c'est les secteurs où il y a le plus de fortes baisses qui sont annoncées ou le plus de refus. Ensuite, on a le sport. Donc je disais tout à l'heure que le sport qui semblait aller plutôt bien du point de vue des réserves, il y a quand même pas mal de difficultés sur les subventions 2025. Peut-être un coup de rabot. La culture, ça vous étonnera pas au vu de l'actualité. Et ensuite, on retrouve les autres secteurs que je vous laisse découvrir sur la slide. Au-delà de la demande de subvention, puisqu'on savait qu'il allait y avoir beaucoup d'attentes au moment de la diffusion du questionnaire, ce qui était intéressant pour nous, c'était de questionner les associations sur leur relation aux financeurs, savoir est-ce qu'ils avaient une relation de qualité avec leurs financeurs, est-ce qu'il y avait vraiment un dialogue qui était possible, parce que c'est par le dialogue aussi qu'on peut résoudre certaines situations compliquées, au moins que les associations soient tenues au courant de l'état de leur demande de subvention, etc., pour limiter cette incertitude. On s'aperçoit globalement que les relations avec les différents financeurs sont plutôt satisfaisants, hein, voire très satisfaisants pour la commune, l'échelon local toujours qui se distingue. Donc ça, c'est un élément positif. Il y a des relations un peu plus compliquées avec les régions, l'État, les départements, mais bien sûr, c'est fortement dépendant de là où l'association est située géographiquement, et c'est ce qu'on va voir avec le slide suivant. Ici, c'est les relations qu'ont les associations avec les conseils régionaux en fonction de leur région. Donc des situations complexes, hein, vous le savez, sur des régions comme Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis des situations plus apaisées en Normandie, en Hauts-de-France, en Bretagne, en Bourgogne-Franche-Comté, où il y a vraiment des relations plus fortes avec les conseils régionaux en tout cas, et qui permettent justement voilà, d'être quand même dans une relation de confiance entre associations et partenaires publics, et ici conseil régional. Et je vais peut-être laisser Sylvain intervenir avant d'aborder la prochaine partie. Merci. Merci Benjamin. Alors sur les relations aux financeurs et les relations partenariales de manière générale,
Euh, Rappeler quelques chiffres, hein, mettre en exergue quelques chiffres que tu cités. Au moment de l'enquête, 50% des associations, pardon, 50% des renouvellements de financement n'ont pas abouti. Et ça, ça témoigne bien de la forte incertitude qui s'est créée, alors en bonne partie liée au retard du vote de la loi de finances, mais qui crée de réelles difficultés de gestion pour les associations. Ensuite, les refus qu'on voit déjà, c'est-à-dire 5% des financements qui sont d'ores et déjà refusés, et 45% pour ceux qui sont attribués, 45% de ceux qui sont attribués sont en baisse ou en forte baisse. Et là, je ne sais pas si ça augure d'un chiffre qu'on pourra constater par la suite, mais en tout cas, ça semble important et assez inquiétant. Et on voit directement l'impact des restrictions budgétaires sur le financement du secteur, avec une logique en cascade, c'est-à-dire que les financements d'État viennent aussi affecter les financements des collectivités. Sur la qualité du dialogue, en fait, c'est relativement variable, comme vous pouvez s'y attendre, hein, selon les types de financeurs, selon les territoires. Et là encore, ça pourrait être un indicateur assez intéressant à mesurer dans le temps pour essayer de voir un peu son évolution et puis d'identifier les éventuelles dégradations des relations qu'on pourrait observer entre les associations et les financeurs. Merci. Et bien, dans ce cas, je vous propose d'aborder la dernière partie et Peut-être puis ensuite. Ah, juste, oui, non, une petite question qui nous est posée là dans le chat sur cette slide, notamment sur la question, il n'y a pas les DROM qui sont ouais, représentés. Je te laisse répondre, Benjamin. tout à fait. Bah, la question des drums, on se l'est posée effectivement, mais on a trouvé, au vu de l'échantillon, qu'il était un peu compliqué de rassembler tous les drums en un seul, une seule ligne entre guillemets. Ça paraissait pas très jouable du point de vue du sens qu'aurait eu cette question. Ça aurait pas permis une analyse intéressante de ce point de vue-là, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sur la question de la qualité du dialogue par rapport à cette enquête, est-ce qu'on avait un équivalent sur des échantillons euh, précédents, enfin sur des enquêtes précédentes sur cette question de la qualité du dialogue? Du côté de l'Orva, en tout cas, c'est la première enquête où on pose cette question directement, donc j'ai pas d'autres références. À ma connaissance, il y en a pas. Peut-être que Sylvain, tu as des éléments. En tout cas, sous cette forme-là, j'ai pas en tête. Voilà, parce que pour que ce soit comparable, il faut absolument qu'on ait la même nomenclature de réponse entre les différentes enquêtes. Et sous cette forme-là, ça me dit rien. En tout cas, pas dans les enquêtes paysages de Viviane Tchernonog, ni effectivement dans les enquêtes nous qu'on peut mener sur les observatoires locaux. Ouais, j'ai pas non plus d'exemple. Après, ça peut être intéressant de regarder sur d'autres enquêtes un peu importantes. Je pense notamment le CESE qui avait fait aussi une enquête quantitative, ou alors peut-être aussi sur les enquêtes menées par Recherche et Solidarité ou d'autres acteurs. Mais j'ai pas mais c'est vrai que ça aurait été difficile, quoi qu'il arrive, de faire une comparaison dans la mesure où les échantillonnages, les questions ne sont pas posées de la même manière. Donc, Alors, si on veut aussi une enquête sur cette question des relations partenariales, il y a une enquête menée par Julien Talpin sur la question du lien entre les associations et les collectivités qui va documenter la question. Alors, c'est pas cette nomenclature de réponse, mais voilà, il y a des approches un peu différentes, mais qui vont aussi venir décrire les relations associations-collectivités. Très bien. Alors, je vous propose de passer à la suite, s'il n'y a pas d'autres questions, David. bon, c'est bon, on peut continuer. Ok. Alors, dernière partie de notre enquête, bien sûr, c'est les conséquences sur l'activité des associations, cette situation d'incertitude.
les annonces qui ont été faites. Et ce qui était d'abord important pour les commanditaires de l'enquête, c'était de savoir est-ce que les annonces, alors qui étaient actuelles au moment de la diffusion du questionnaire, c'est-à-dire, comme l'avait dit Sylvain, l'arrêt des contrats adultes relais, le gel du pass culture, la réduction des aides à l'emploi, voire la suppression des subventions de la part d'un financeur, est-ce que votre association, déjà, elle est concernée par ces annonces? Sans surprise, les associations employeuses sont beaucoup plus concernées, 44% des répondants et 6% pour les non-employeurs seulement, sur ces dispositifs précis. Si on regarde le détail par secteur, vous ne serez pas étonné de trouver la culture, qu'elle soit employeuse ou non, en, dans le type des associations les plus concernées par les annonces. L'éducation, la formation, l'insertion aussi, avec tout ce qui va être les aides à l'emploi. Donc voilà, vous voyez un peu plus de quoi il s'agit. Si on regarde les annonces vraiment en tant que telles, d'abord, ce qui touche le plus les associations employeuses, c'est la réduction des emplois aidés type PEC, CUI et CAE, la coupe des subventions par un des financeurs et le gel du pass culture collectif. L'arrêt des contrats adultes relais, ça arrive en dernier, entre guillemets, pour 16% des associations employeuses. Au-delà des annonces qui avaient été faites, c'est est-ce que le climat global, la conjoncture, donc cette incertitude budgétaire, les arrêts des dispositifs, est-ce qu'il y a un impact direct à ce stade en début d'année 2025 sur vos activités? Les non-employeuses, un peu moins, mais les employeuses, effectivement, déclarent un impact significatif. Un quart vraiment déclare cet impact important. Donc, on est sur une situation qui touche de manière transversale les associations, forcément les employeuses de manière un peu plus importante. Et de quelle manière la situation va affecter ces associations? Ça va être d'abord pour les non-employeuses par la réduction des activités. Comme je disais tout à l'heure, face aux difficultés de trésorerie, bah, la seule marge de manœuvre des associations non-employeuses, entre guillemets, en tout cas la principale, c'est de diminuer l'activité, voire de l'annuler. Donc il y a quand même 28% des associations qui diminuent les activités, 22% qui les annulent, des associations employeuses. Donc c'est des chiffres quand même qui sont assez importants, avec des conséquences inévitables sur bah, la qualité du service rendu à la population, les projets associatifs. D'ailleurs, les associations, il y a euh, une part assez importante qui réfléchit à réviser complètement le projet associatif. Donc c'est quand même un impact qui est très fort. Là où les non-employeuses vont aussi chercher en marge de manœuvre à augmenter la cotisation et la participation des usagers, les employeuses vont avoir plus tendance à se tourner vers leur environnement en développant de nouvelles coopérations, par exemple, hein. C'est 10% des réponses ici. Donc on voit que face à cette situation complexe, il y a une réflexion globale sur les activités, sur le projet associatif des structures, que les associations essaient de faire face. Elles ont montré beaucoup de résilience jusqu'ici dans la succession de crises qu'on a pu constater depuis quelques années, mais les associations continuent justement de chercher à dépasser ces problèmes, mais elles ont de vraies difficultés, comme on a pu le voir. Et d'ailleurs, elles le disent dans les champs ouverts, où elles sont invitées à décrire les activités qui étaient concernées par ces diminutions, ces annulations. Et on trouve en fait beaucoup d'activités au service des populations, donc l'action sociale, l'accompagnement. Donc là, c'est par ordre de fréquence dans les champs ouverts. On a les activités culturelles et artistiques, les activités éducatives et de formation, et aussi les projets de développement. Donc là, c'est un vrai impact et ça nuit à la capacité justement des associations à pouvoir se développer, innover, rendre des services nouveaux, etc. Donc c'est une vraie alerte. Et puis en dernier, les activités sportives qui sont également concernées. Donc vraiment des activités de proximité qui n'auront plus lieu à cause de cette situation en ce début d'année. Si on regarde les conséquences vraiment emploi, maintenant, c'était quand même une dimension importante aussi de notre enquête. On sait le poids de l'emploi associatif en France. Pour rappel, hein, 10 à 11% de l'emploi en France qui est associatif, donc vraiment un secteur à ne pas négliger. Et on va être, comme ça a été dit sur l'enquête Exopé, hein, le baromètre, sur d'abord de la temporisation.
Face à la situation, bah, les associations, elles vont plutôt reporter des recrutements, pas remplacer des personnes qui partent à la retraite. Donc là, c'est le cas pour 18% des associations, hein, le non-remplacement de départ définitif. 16% de l'annulation de recrutement. Il y a 8% pardon, d'associations qui envisagent carrément un plan de sauvegarde de l'emploi ou un ou plusieurs licenciements pour motif économique. Donc là, c'est une vraie alerte. Et aussi, ce qui souligne notre inquiétude, c'est que 43% des associations employeuses ont répondu non, je ne souhaite pas réduire ma masse salariale, mais au vu de la situation, je ne peux pas l'exclure. Donc c'est quand même assez, assez important et assez inquiétant du point de vue de la conjoncture actuelle. Et si on regarde ce même chiffre, cette même question sous l'angle du nombre de salariés qui sont présents dans la structure, on s'aperçoit qu'une association, plus elle est employeuse, plus son effectif salarié est grand, plus elle va être euh, sur de la réduction de la masse salariale, que ce soit par des licenciements secs, entre guillemets, ou plan de sauvegarde de l'emploi, ou par l'annulation de report de certains recrutements. Là, c'est assez net sur le graphique qui est actuellement affiché. On s'aperçoit aussi que les associations les très petites, celles qui ont un ou deux salariés, bah, elles souhaitent maintenir l'emploi parce que maintenir l'emploi, effectivement, c'est maintenir l'activité de l'association et sa survie, hein, tout simplement. Donc un impact vraiment important sur l'emploi. Et maintenant, je vais arriver à la dernière partie ou alors peut-être Sylvain, d'abord, tu souhaites compléter sur ces aspects-là d'activité emploi? Bah ouais, rapidement, peut-être repartir sur les activités, c'est inquiétant en fait, quand on voit 67% des associations employeuses qui affirment que la conjoncture actuelle a un impact sur leurs activités. C'est quand même massif et je pense que ça doit interroger. Avec 28% des structures qui diminuent leurs activités, voire les arrêtent pour un certain nombre. Euh, voilà, on voit bien les conséquences que cela peut avoir sur les bénéficiaires, sur les usagers des associations et sur les services rendus. Et 15% des structures qui envisagent d'augmenter la participation des usagers ou qui l'augmentent effectivement. Voilà, outre les difficultés que ça représente pour les usagers qui voilà, n'ont pas forcément les moyens voilà. Ça crée une vraie inégalité aussi entre les associations parce que bah, tous les projets associatifs ne sont pas face à des publics solvables et toutes les associations ne peuvent pas augmenter les tarifs de participation des usagers. Donc là, il y a des vraies questions du financement de l'intérêt général qui se posent. Bon, et sur l'emploi, je ne vais pas redonner les chiffres que tu viens de présenter. Ils sont, ils sont assez, assez clairs, assez inquiétants aussi quand on voit que les plus grosses structures sont les plus susceptibles d'aller vers du licenciement, du non-remplacement ou des reports de recrutement. Et c'est là qu'on voit bien que dans les situations difficiles, l'emploi est vraiment la variable d'ajustement sur laquelle les associations peuvent jouer, malheureusement. Et ça rejoint une question qu'on avait dans le chat sur l'étude des charges qu'on pouvait faire dans ce type d'enquête, de mesurer aussi l'évolution des charges, parce qu'effectivement, le résultat, c'est soit une diminution des recettes, soit une augmentation des charges qui met en difficulté. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là d'étudier l'évolution des charges. Et on le sait, les charges d'emploi sont souvent les principales charges pour les associations et leur augmentation peut mettre aussi en difficulté. Et je te reprends en main, Merci. Benjamin. Merci Sylvain. Je vais du coup aborder la conclusion. Maintenant, il y avait une dimension dans l'enquête qui était aussi suivi des situations critiques. Alors c'était important de demander aux associations si elles repéraient, si elles identifiaient un acteur sur leur territoire qui permet de trouver du relais en cas de difficulté, d'avoir des conseils par exemple sur l'activité de son association. On s'aperçoit que les employeuses connaissent un peu plus une structure à qui s'adresser, 39% d'entre elles. Les non-employeuses, seulement 21%, ce qui est quand même assez alarmant qu'on ne puisse pas justement pouvoir rentrer en contact avec ces situations critiques-là.
quand elles sont présentes, parce qu'on ne peut pas voilà, relayer aux associations euh, tout un tas de communication ou d'aide, de propositions d'accompagnement. Quand les structures repèrent vraiment quelqu'un à qui s'adresser, c'est d'abord les structures type Guidasso, le DLA, les maisons des associations, qu'elles soient employeuses ou non, c'est la première des réponses. Ensuite, les employeuses vont plus aller vers les réseaux, les fédérations, les syndicats employeurs, bien sûr, tandis que les non-employeuses vont plutôt se diriger vers les collectivités locales, hein, toujours l'échelon très local que je décrivais tout à l'heure, avec notamment les communes. Donc voilà, c'est important que tous ces réseaux-là, tous ces échelons-là soient disponibles pour pouvoir répondre aux sollicitations qui ne manqueront pas d'arriver et qui arrivent déjà. On demandait également aux assos si elles souhaitaient être recontactées parce que leur situation était particulièrement critique. 8% des associations en ont fait la demande, hein, 8% des répondants. Alors c'est majoritairement des assos de l'action caritative, humanitaire, sociale et santé, en tout cas, enfin, pas majoritairement, mais c'est le secteur le plus représenté, pardon. Ensuite, on a des activités économiques, des loisirs, et puis ensuite des secteurs qui sont un peu moins représentés de ce point de vue-là. En tout cas, toutes les demandes qui ont été faites ont été relayées à l'acteur régional de proximité pour pouvoir recontacter ces assos-là. C'est important de montrer aussi que le réseau se mobilise pour pouvoir répondre à leurs interrogations. Donc voilà, hein, pour conclure brièvement, avant de laisser la parole aux partenaires pour un autre regard sur ces chiffres-là, ce qui est important de noter globalement de notre enquête, c'est effectivement la situation d'extrême fragilité quand même d'une grande partie du monde associatif. Euh, la succession de crises qu'on a décrit tout au long de ces interventions, donc la crise sanitaire du Covid qui avait déjà eu un impact majeur, puis la crise de l'inflation, donc effectivement ces charges aussi qui augmentent pour les structures. Et puis maintenant ces reports de budget ou ces annonces de réduction dans un contexte vraiment d'incertitude important, ça conduit les associations à vraiment être impactées notamment du point de vue de l'activité. Et ça, c'est global pour toutes les associations, hein, qu'elles soient employeuses ou non, avec un vrai risque hein, de disparition du tissu associatif très local, de ce qu'on appelle parfois la biodiversité. En tout cas, voilà, toutes ces associations qui agissent pour rendre des services très divers et qui vont être fatalement impactées par cette situation-là. Donc il y a à la fois les petites associations sur ces dimensions très locales et aussi les grandes assos, les très employeuses, on l'a vu, où il y a des difficultés qui peuvent aussi mener à des conséquences sur l'emploi et sur les activités. Donc vraiment un signal d'alarme de ce point de vue-là. Et voilà, quand on sait le poids du monde associatif dans l'emploi et aussi l'ensemble des services qui sont rendus, voilà, c'est ce qu'on tenait à vous présenter en conclusion. Vraiment un impact très fort. Et ce qui va être important maintenant, c'est de suivre cette situation dans la longueur, tout au long de l'année, par différents moyens, de faire remonter les situations dans les réseaux aussi, pour pouvoir continuer de qualifier la situation. euh, et d'apporter justement à l'ensemble des partenaires les chiffres, les données un peu objectives de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Voilà. Je vous remercie et je laisse la parole à l'ensemble des partenaires du projet, peut-être pour et puis à toutes et tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Merci. Merci Sylvain, merci Benjamin. À vous pour ces différents éléments. David, je te laisse la parole. Oui, avant de vous présenter peut-être les différentes préconisations qu'on peut avoir, l'idée c'était aussi de revenir avec vous sur des cas d'illustration un petit peu spécifiques aussi, puisque c'est vrai que là on voit énormément de statistiques et de chiffres, mais l'idée à travers cette enquête, c'est aussi de montrer que la situation des associations
là où elle est importante, en tout cas pour nous, c'est pas forcément dans une forme de réflexe corporatiste par rapport aux associations pour défendre les associations. L'idée aussi, c'est vraiment de s'attarder sur l'importance que ça a pour des associations, d'avoir des associations au niveau local, de montrer que les associations qui agissent au niveau local, bah forcément, elles agissent également pour les territoires et que ça peut avoir des impacts assez dégradants. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que à travers les différents secteurs d'activité, en fait, les associations, c'est ce qui permet de gérer des centres de loisirs pour les enfants, des clubs de sport, c'est ce qui permet aussi d'avoir des centres de soins, de santé, c'est aussi des structures qui organisent des festivals l'été, etc., etc. Et donc l'idée, c'est véritablement de se rendre compte de tout ça. Peut-être en tout cas en lien avec cette enquête, enfin, il y a eu quelques exemples qui ont pu être nommés notamment dans la presse, mais pour illustrer un petit peu, par exemple, il y a eu une structure UFOLEP locale qui racontait que elle avait perdu entre 10 et 20% que l'État lui avait annoncé entre 10 et 20% de perte de subventions pour l'année 2025 et qu'en parallèle, en fait, il y avait également le département qui rabaissait sa subvention de 19 000 euros. Et en fait, à travers ce cas-là, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, il y a un petit peu une forme de double lame. C'est-à-dire que d'un côté, on a le projet de loi finance qui donne des baisses sectorielles pour le monde du sport, pour le monde du sanitaire, de la solidarité internationale, etc. Et puis derrière, en fait, les coupes de budget également dans les collectivités viennent ensuite se retraduire dans les budgets des associations en deuxième lame. Et là, euh, sur cette question des coupes, par exemple, bah voilà, on a vu énormément de départements baisser leurs subventions de manière très importante. Je pense dans le département en, dans le Val-de-Marne où le budget de la solidarité a été drastiquement rabaissé. Je pense dans l'Hérault où le budget de la culture a été complètement coupé. Et puis forcément aussi aux régions et à la région Pays de la Loire qu'on a évoqué tout à l'heure où la présidente de région a donné aussi tout un tas de coupes budgétaires à venir. Euh, Peut-être sur un autre cas, sur une structure qui s'appelle Enfant Phare, et peut-être là aussi, on voit bien aussi comment ça se joue aussi sur l'emploi, cette structure, donc dans un article du Monde, ce qu'elle relate en fait, c'est elle a eu une hausse en fait de 180 000 euros de charges en une année du fait du Ségur. Et là, on a eu pas mal de questions par rapport au Ségur dans le chat. Et en fait, l'augmentation du Ségur, je pense que ça a été une demande notamment de beaucoup d'acteurs associatifs, de beaucoup de syndicats employeurs, de fait qu'on puisse revoir les conventions collectives à la hausse, le fait qu'on puisse augmenter voilà, les salaires les salaires dans le monde associatif, parce qu'on sait aussi qu'il y a un sujet sur le fait d'être attractif. En revanche, la question qui se pose, c'est pas à travers le Ségur, c'est un exemple assez classique d'une augmentation qui derrière est réfléchie de manière à ce qu'elle soit pas compensée et à ce que certains acteurs se retrouvent en très forte difficulté, et donc avec des augmentations de charges, des augmentations de salaires, etc., qui sont pas forcément compensées. Et donc, voilà. Et en fait, ce que la personne de la structure Enfant Phare explique dans cet article du Monde et qui résume assez bien, en fait, ce qui peut se retrouver dans le monde associatif, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des demandes parce que la situation sociale fait qu'on est de plus en plus à bout et que les acteurs associatifs étant non lucratifs, ils ont de plus en plus de demandes, notamment des personnes dans les associations de solidarité, etc. On n'a pas une baisse de la demande, on a une hausse des charges, on a une hausse des salaires et au final, à la fin, la chose qui n'augmente pas, c'est les subventions, c'est les financements et en même temps, on n'est pas forcément en capacité de jouer sur notre trésorerie parce qu'on n'en a pas, on n'est pas forcément en capacité euh, on n'est pas forcément en capacité d'augmenter nos recettes parce qu'on intervient auprès de publics non solvables, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu en fait, et ça illustre ce que disait Benjamin Estilin sur la conclusion, mais en fait on arrive à une espèce de modèle qui s'étire, et avec une énième crise, et au final là on se rend compte que c'est une crise en plus qui devient assez complexe à subir pour le monde associatif. C'était pour donner une illustration un peu plus qualitative du coup à ces chiffres-là.
Et, merci David, effectivement, merci pour ces illustrations. Et je suppose que dans la salle virtuelle, il y a d'autres illustrations potentielles de structures associatives qui sont dans des difficultés similaires. Je vois dans les échanges qu'il y a de la petite enfance, etc., qui s'expriment. Peut-être passer à effectivement pas être uniquement sur des constats, mais c'est bien sûr l'objet d'une enquête et c'est très très important de pouvoir avoir quelques arguments, enfin pouvoir avoir des données chiffrées. Et d'ailleurs, c'est un vrai enjeu de pouvoir avoir ces données chiffrées parce qu'on en manque beaucoup. Mais aussi de passer à des propositions de solutions concrètes, en tout cas de leviers à pousser. Et donc, dans cette courte dernière partie, je vais essayer de vous proposer sept leviers spécifiques à pousser, en tout cas qu'on a souhaité pousser dans notre communiqué de presse pour travailler sur des éléments euh, qui seraient les plus, pour nous en tout cas, des éléments assez importants pour reconstruire un environnement financier plus soutenable pour les associations. Le premier levier serait autour des services bancaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'associations qui ont des difficultés dans leurs relations aux banques. Alors même si aujourd'hui c'est plutôt simple, et encore, il faut peut-être relativiser, mais c'est plutôt simple d'ouvrir un compte bancaire. Par contre, obtenir des facilités de trésorerie, faire valoir son modèle économique qui est très spécifique et qui est souvent méconnu par les partenaires bancaires, même les partenaires de l'ESS, c'est quand même assez compliqué. Donc, pour nous, il est urgent. Développer des outils adaptés pour expliciter les réalités associatives et fluidifier cette relation. Et puis deux, de mener un travail important avec le secteur bancaire dans sa globalité pour mieux expliciter notre secteur d'activité et être beaucoup plus clair sur nos modèles économiques. Le deuxième levier est tourné autour des questions d'accompagnement. Euh, Vous connaissez les dispositifs d'accompagnement, on en a parlé, enfin, il y a eu une slide dessus, notamment le DLA, notamment Guidasso qui se structure un peu partout enfin, partout en France, ou encore des dispositifs un peu plus spécifiques à des territoires comme Prévasso, qui est un dispositif spécifique pour les associations en Occitanie. En tout cas, tous ces dispositifs doivent être développés, consolidés. On doit avoir plus de moyens pour agir autour de ces dispositifs. On pense notamment là, en l'occurrence, au budget, au PLF 2026 et puis au budget de Guidasso qui stagne, qui évolue un petit peu, mais au profit de l'entrée de certaines régions et il nous manque un levier, une marche à passer pour que ce soit réellement un dispositif impactant dans les territoires. Et surtout, l'idée, c'est que ce soit des dispositifs d'accompagnement au plus près de vos réalités de terrain pour accompagner notamment ces associations en difficulté. Donc voilà notre deuxième levier d'action. Le troisième, enfin, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire pouvoir avoir des données beaucoup plus précises sur euh, le financement public des associations. On repère qu'on a bien une baisse silencieuse du soutien public dans de nombreux territoires. Il faut qu'on arrive à documenter ça de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus précise, faire savoir pour en faire un outil d'alerte, un outil de plaidoyer auprès des collectivités territoriales et de l'État. Notre quatrième levier, c'est autour euh, de la pluriannualité. J'ai vu qu'il y avait eu quelques commentaires dans le chat. Ça vient effectivement aussi du CESE, ça vient de la Charte des engagements réciproques. Je vous rappelle, la Charte des engagements réciproques 2014, donc on est à 10 ans, plus de 10 ans. Mais effectivement, l'idée, c'est que le financement pluriannuel, notamment, soit l'élément de base, l'élément systématique pour permettre aux associations de se projeter dans la durée. Et c'est quelque chose qui va d'ailleurs être abordé normalement demain à la conférence des financeurs de l'ESS, où il y a un élément spécifique sur cette pluriannualité et sur la visibilité financière des structures de l'ESS et des associations.
Le cinquième levier, c'est que la vie associative soit, enfin, le financement de la vie associative soit moins dépendant des choix politiques. Comme l'a dit David à l'instant, on le voit bien dans certains conseils régionaux, pardon, euh, les choix politiques de certains élus influencent énormément les subventions données, et donc il faut que la vie associative en tant que telle et son écosystème puissent participer à la co-construction de dispositifs de financement des acteurs associatifs par eux-mêmes. Euh, donc là, on a quelque chose de plus structurel à pousser, peut-être plus de long terme à pousser pour que ce soit réellement mis en place. Comment on peut mixer la gouvernance du financement des associations, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle locale. Comment la vie associative peut participer à son propre financement, au propre choix de financement. Le sixième levier est en lien, mais j'ai déjà commencé à l'aborder avec le projet de loi de finances 2026, et notamment autour du renforcement à différents endroits effectivement du financement en direction des associations, mais notamment au fonds de développement de la vie associative, en passant de 40% à 60% la part de compte inactif qui rentrerait dans le financement du fonds de développement à la vie associative. Et puis le dernier levier serait autour du renforcement de la fiscalité et de la réforme de la fiscalité des associations, peut-être notamment autour de la taxe sur salaire. euh, qui pèse un peu fortement et injustement sur les associations employeuses, et qui serait plus favorable aux associations étant donné notre utilité sociale. Voilà, en résumé, pour répondre à ces urgences, l'idée, c'est pas simplement d'adapter et d'injecter des moyens ponctuels. Il faut qu'on arrive à repenser collectivement et repenser avec l'État en profondeur la manière dont se réfléchit le soutien à la vie associative, dans une logique de reconnaissance, de confiance, de co-construction. C'est les mots qu'il y avait dans la Charte des engagements réciproques de 2014, effectivement. Et je pense qu'on a un enjeu maintenant de mobilisation collective autour de ce sujet-là. Et c'est en ça où notre webinaire d'aujourd'hui est particulièrement important, puisqu'on va rentrer dans une phase de mobilisation justement du secteur associatif. Je ne vous voyais plus, pardon. Peut-être qu'on peut prendre quelques petites questions, quelques petites prises enfin, à l'écrit, quelques petites prises de Ouais, parole. je vous propose qu'on a une petite vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, puis après une conclusion pour s'arrêter à 15h30. Euh, Peut-être une question qui a été posée par une personne. Il était possible de répondre notamment à l'enquête pour pouvoir être recontacté, notamment par des structures qui souhaiteraient, voilà, qui ont été, qui sont en difficulté, qui souhaiteraient être accompagnés. Peut-être pour vous dire par rapport à ça sur les différentes suites qu'on peut avoir, en tout cas par rapport à ça, c'est que on a notamment l'idée, c'est qu'on partage aussi avec avec nos partenaires en région. Enfin, je pense nous, côté mouvement associatif, on a des mouvements associatifs en région qui travaillent aussi sur des questions d'accompagnement, qui animent différents dispositifs d'accompagnement en fonction des régions. Tout le monde n'a pas forcément la même capacité à prendre en région, mais l'idée, c'est aussi peut-être de voir, on n'a pas encore défini de process clair sur la manière dont derrière ce sera retraité par les mouvements associatifs en région. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse aussi, que vous puissiez être contacté derrière. Si ça n'a pas encore été le cas, peut-être vous dire que ce sera a priori bientôt le cas en tout cas. Il y avait une question au début, je vous laisse intervenir les uns les autres, c'est devons-nous considérer que nous sommes dans une phase de remise en question du statut associatif? Je propose de commencer par une question assez simple à répondre.
Mais en tout cas, non, je pense que c'est une question qui peut être intéressante et peut-être par rapport à ce que nous, on ressort de l'enquête et de cette question du statut associatif, d'où en sont les associations. Peut-être, David, je peux commencer, et puis après on complète, mais dire que quand même euh, le statut associatif est particulièrement dynamique. Donc, enfin, en tout cas, on a encore 70 000 associations qui se créent par an et ça continue de se développer. Et voilà, donc il y a bien, enfin, la population a bien un intérêt pour le secteur associatif. Après, est-ce que derrière cette question, c'était plutôt la question de la remise en cause du financement par l'État et par les collectivités locales du secteur associatif. En tout cas, effectivement, sur enfin, une certaine catégorie politique prône plutôt, enfin, comme la vie associative comme un coût pour la société, alors que euh, la vie associative en tant que telle prône plutôt une vie associative comme un réel atout pour la société, avec effectivement ce qu'elle propose à des publics qui ne pourraient pas accéder à des services et ce qu'elle permet à d'autres publics d'accéder en termes de droits, en termes d'accès culturel, de sport, etc., etc. Donc effectivement, on a bien là un moment un peu cha- enfin, un moment central pour la vie associative, je pense, où il faut que la vie associative en tant que telle, les associations en tant que telles, se mobilisent collectivement pour réfléchir à un nouveau système. On est arrivé au bout d'un truc là, effectivement. On est arrivé au bout de quelque chose. Il va falloir réellement qu'on se dise que ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est plus possible. C'est-à-dire on ne peut, la vie associative ne peut pas conserver cette dépendance au choix politique aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on arrive à reconstruire quelque chose d'autre collectivement et sur lesquels on a beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de poids, peut-être beaucoup plus d'automaticité aussi en termes de financement et beaucoup moins en lien avec des choix politiques qui sont faits dans les territoires. Donc voilà, on a quelque chose à bouger en tout cas et il se passe quelque chose en ce moment sur lequel on n'a pas le droit de se rater. On va peut-être faire tourner la parole, Pour, les collègues, voilà. Ouais, ouais, pour compléter rapidement, mais je pense que tu as dit l'essentiel, mais disparition, je crois pas. Enfin, heureusement, le tissu associatif, enfin, le fait de vouloir se regrouper, de créer des associations, de mener des projets, etc., j'espère que ça existera toujours, cette dimension collective de l'association. Je pense qu'il faut s'appuyer dessus, hein, euh, ces valeurs d'éducation populaire, etc., sont des aspects un peu fondamentaux de notre modèle démocratique. Et si on ne s'appuie pas dessus, on risque d'avoir des grosses déconvenues à l'avenir. Donc je pense que mais aujourd'hui, il me semble que l'enjeu, il est plutôt celui de la reconnaissance de cette dimension-là par les pouvoirs politiques et de la question de la reconnaissance de l'intérêt général et de la manière dont on le valorise. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux là-dessus. Je pense que l'avis du CESE parle assez bien de cette question-là et c'est un atout précieux sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de parler de ces sujets-là. Euh, mais voilà, comme le disait Michael, je pense que c'est une bataille à mener, hein. Là, on se retrouve aujourd'hui dans des situations où il va falloir renforcer, enfin outiller en tout cas les acteurs pour se renforcer sur ces questions-là. Et je pense qu'on a un certain nombre d'alliés qu'on peut mobiliser et dans lesquels il va falloir sur lesquels il va falloir qu'on s'appuie. Et je pense aux collectivités territoriales, je pense à un certain nombre d'autres acteurs, et qu'on soit aussi dans une promotion, on parlait de la charte des engagements réciproques, aussi dans une promotion de ces logiques de co-construction entre les acteurs à l'échelle des territoires, parce que c'est aussi là que beaucoup de choses se jouent, et donc voilà, travailler sur la question des coopérations interassociatives pour se renforcer entre nous. Le rôle des réseaux est fondamental. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leviers qu'on peut activer, mais voilà, il faut qu'on le fasse collectivement.
Alors, je suis désolé, on ne pourra pas répondre malheureusement à toutes les questions, mais si vous avez des remarques, en tout cas, vous pouvez aussi nous recontacter par mail. Je vais essayer d'en reprendre quelques-unes, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Il y en avait une, je l'ai perdue, qui parlait notamment du contexte actuel et sur le fait que ce que c'est, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, je crois qu'elle est là. Voilà. Donc, croyez-vous pas que dans le contexte actuel délétère, mettant à mal la santé des associations, que la pluriannualité des subventions ne demeure un vœu pieux, alors que les dialogues de gestion avec les collectivités en sont au point mort? Et enfin, je pense qu'il faut quand même qu'on l'assène comme un principe de fonctionnement. Alors, effectivement, c'est peut-être facile de dire ça au niveau national et sans prendre en compte les réalités territoriales. Et vous avez sûrement raison sur le fait que on a des discussions très complexes dans certains territoires. Mais en tout cas, si on ne l'assène pas comme un principe de fonctionnement, comme un principe, d'ailleurs, tout court, de la relation entre les collectivités locales et puis la vie associative, je pense qu'on va se pénaliser nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut qu'on tienne sur en termes de plaidoyer et puis de réalité. Et puis, enfin, on a eu des petites victoires quand même. Il y a certaines subventions qui pouvaient ne se faire que sur de l'annuel et qui sont passés à du pluriannuel. Enfin voilà, je pense qu'à une subvention très particulière quand même que le Fonds de développement de la vie associative. Alors je sais bien que toutes les régions ne sont pas encore rentrées dans ce dynamisme, dans cette dynamique, mais ça ne saurait tarder. On a poussé l'institution et la JEBVA à proposer de la subvention pluriannuelle. C'est passé. Je pense que c'est des victoires enfin, on peut réussir à le faire passer collectivement. Et je trouve que c'est un point central, même si effectivement ça ne sécurise pas complètement le financement, on est bien d'accord. Complètement. Et puis je pense que ce type de plaidoyer, si on ne les mène pas, on n'a aucune chance de gagner. Euh, et, et- et comme tu le dis, Michael, il y a quand même des endroits où ça fonctionne. Là, je reprends le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui souhaite être le premier à mettre en œuvre l'avis du CESE, euh, la première collectivité. Enfin, voilà, donc il y a des endroits où ce travail de plaidoyer, il infuse et il fait son chemin. Et je pense que c'est, enfin, voilà, moi, je dirais pas vœu pieux, je dirais ambition. Voilà. Peut-être, moi, si je peux juste compléter, le fait d'alerter sur la situation actuelle, le fait de faire des conventions pluriannuelles, on n'est pas, enfin, on a bien conscience on a bien conscience de la situation budgétaire actuelle. Enfin, on a bien conscience que aujourd'hui, on est dans une situation budgétaire qui est compliquée. Ce qu'on essaye de faire entendre aussi, c'est que on peut pas se contenter d'avoir du financement, de faire du financement des associations une espèce de variable d'ajustement qui peut être financée à partir du moment où on a de la croissance et où financièrement tout va bien et du jour au lendemain tout couper. Parce qu'en fait, les associations, elles agissent vraiment partout dans notre société. Et donc, c'est pas forcément satisfaisant de se dire que pour des acteurs qui interviennent auprès des plus démunis, qui animent les territoires, etc., de se dire que du jour au lendemain, on arrête de les financer. Je pense qu'il faut avoir une vision un peu plus long-termiste, d'où les différentes propositions qu'on peut avoir et qui essayent voilà, de répondre en tout cas à certaines problématiques. Et on ne pourra pas tout résoudre à travers des questions de simplification et des questions d'en venir à solliciter des financeurs privés. Je pense que la slide d'ailleurs qui parle du rapport avec les financeurs, la situation n'est pas mieux pour les financeurs privés. Les relations sont pas meilleures qu'avec les autres financeurs publics. Et donc, il faut aussi qu'on fasse entendre que pour les associations, en tout cas, c'est une question aussi démocratique, c'est une question de l'engagement, c'est une question de vitalité des territoires, c'est une question de tout un tas de choses qui doit être entendue, quoi. Je sais pas si les uns les autres vous avez vu des questions, peut-être. J'essaie de reprendre, il y a énormément de questions en même temps.
Peut-être un petit bout plus sur du micro, c'est-à-dire au niveau des associations aussi, parce qu'il y avait une remarque qui pointait les risques aussi de tension au sein des associations, qui parlait du climat social au sein des associations. Ouais, je pense que là, il y a aussi des enjeux à travailler ces questions-là, parce que pour un certain nombre de petites associations employeurs, c'est des réalités, à la fois des tensions entre bénévoles, salariés ou entre bénévoles tout simplement, et les risques de burn-out, etc. Enfin voilà, là-dessus aussi, sur la qualité de vie au travail, il y a des enjeux à travailler. Et nous, on pointe cette question de la médiation, enfin, voilà, d'être en capacité aussi euh, de travailler sur ces sujets-là et de se faire accompagner. Voilà, il y a un certain nombre de structures qui accompagnent aussi ces sujets-là. Donc, voilà, ça peut être aussi, me semble-t-il, des, euh, des choses des risques au sein des associations qu'il faut pouvoir anticiper et sur lesquels il faut pouvoir trouver des appuis. Ouais, c'était juste histoire de combler pour te laisser le temps de trouver une question. Si t'en avais. Euh, je te remercie. Il y avait une question de Marie sur quelles sont les pistes pour nous sauver. Enfin, oui, je pense que. Alors, nous, on a essayé de creuser des pistes un petit peu politiques, d'avoir des préconisations un petit peu politiques à défendre et pour essayer de donner plus de capacité de financement pour les associations. Après, il me semble que il y a, bah, comme le disait Sylvain, enfin, il y a la question aussi de l'accompagnement, il y a la question enfin, je pense que c'est très important et ça va aussi dans le sens de la co-construction et de comment est-ce qu'on arrive aussi à coopérer les uns avec les autres. Moi, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, que le monde associatif prend conscience qu'on partage un peu tous les mêmes problèmes, qu'importe le secteur d'activité. Moi, je pense que c'est important aussi de pas hésiter à solliciter les têtes de réseau, les acteurs de l'accompagnement, en tout cas tous les espaces où il peut y avoir où il peut y avoir des acteurs qui essayent de se mobiliser sur les sujets, que ce soit les baisses de subventions de l'Agence du sport dont on parlait, ou mince, du Ségur aussi, où beaucoup de têtes de réseau se sont mobilisées. En tout cas, moi, je pense que c'est important aussi d'avoir ces lieux-là et de faire remonter, en tout cas, un maximum d'informations, d'avoir des endroits, en tout cas, où on peut co-construire des choses. Je sais pas si Michael et Sylvain, vous voulez compléter. Non, non, mais, enfin, effectivement, on a un intérêt à faire front collectivement sur ces éléments-là. Enfin, un enjeu collectif majeur, c'est notre capacité à travailler en réseau. Enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, Sylvain, rapidement, mais la question des têtes de réseau associatives est une question importante euh, collectivement. On a besoin d'utiliser ces têtes de réseau associatives aussi pour faire remonter nos informations, enfin, faire remonter des associations les données, nous faire entendre, essayer de collectivement porter une voix un peu plus unitaire. Donc, et peu importe nos secteurs d'activité, je trouve qu'il y a effectivement une progression dans ce sens-là, parce que la situation d'urgence nous contraint aussi à progresser dans cet élément-là. Donc on a besoin de continuer, continuer là-dedans et porter une voix à peu près unie sur ces questions-là, quoi. De mon côté, pas mieux. Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'on se renforce entre nous et qu'on soit. Enfin, on a une difficulté hein, avec la diversité du monde associatif. C'est à la fois une difficulté et une force. C'est-à-dire que on, on- on est face à un monde associatif très pluriel et c'est aussi en travaillant
sur ce que ça produit quand on parle de relations interassociatives. Voilà, ça permet quand même de trouver des réponses, d'avoir une capacité d'innovation, d'être dans un fonctionnement qui, me semble-t-il, est extrêmement productif et fructueux. Et c'est aussi arriver à s'appuyer sur ces forces-là qui va permettre de trouver des réponses et d'arriver aussi auprès de nos partenaires à valoriser l'utilité sociale du secteur associatif. Euh, et là-dessus, voilà, je pense que on, on- on peut toujours mieux faire, mais les réseaux, les structures d'accompagnement à l'échelle des territoires, etc., sont vraiment dans ces logiques-là et dans ce travail de, de faire commun au niveau de la vie associative, quoi. Je propose peut-être de conclure du coup. On arrive à 15h30. Tu attends une conclusion Hmm, au-delà de tout ce non, qu'on a. non, on peut s'arrêter là. Pardon, j'avais démarré, mais du coup, j'avais mon micro de fermé. Ah, Non, 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 mais enfin, la conclusion elle va être particulièrement rapide. Déjà, enfin, remercier tous les partenaires pour la mobilisation par rapport à cette enquête. Ça nous paraît particulièrement important et pertinent d'avoir des données spécifiques sur enfin, d'avoir des données d'avoir une photographie en tout cas de ces éléments autour du financement aujourd'hui. Je pense que ce sera intéressant d'avoir des données comparatives d'ici quelques temps également, mais ça, on va retravailler ensemble pour voir ce qu'on peut proposer parce que les données ils sont intéressantes si on les compare. Donc, ça va être, enfin, c'est un projet qu'il faut qu'on arrive à mener aussi collectivement pour enfin, nous nourrir collectivement, mais aussi nourrir l'État de ces données, qui ne dispose pas non plus de données sur la question de la vie associative. Donc, il faut vraiment qu'on prenne en charge cet élément-là. Et puis, il faut qu'on avance aussi sur nos différentes propositions, préconisations, notamment celle autour de la création d'un nouveau modèle de financement. Et ça, on va avoir besoin de vous pour aussi les porter ces propositions dans les territoires, parce qu'on sait que notre force dans la vie associative, c'est bien le nombre qui est particulièrement important. Et donc, c'est ce nombre-là qui va faire qu'on va réussir à transformer le modèle pour arriver à combler ces problématiques de financement. Donc, merci à vous pour votre participation et on revient vers vous d'ici quelques semaines pour entamer un travail un peu différent autour de la modélisation d'un nouveau modèle de financement du secteur associatif. merci à toutes et Ok. tous. Et du coup, pour celles et ceux je suis désolé, j'ai eu des questions en plus, mais on ne pourra pas répondre à tout. Donc, merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions supplémentaires. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci.